Merci d'être là. Ce débat est consacré bien sûr aux assistants familiaux, une protection en lutte pour de meilleures conditions de travail, pour une meilleure reconnaissance, avec bien évidemment en toile de fond de tout ça, une meilleure protection de l'enfance. Autour de cette table et en ligne, je commence par les deux dames qui sont, les deux assistantes familiales qui sont avec nous à distance. Marion Béranger, bonjour. Vous êtes assistante familiale. On me dit que vous êtes en Isère. Dans quelle ville exactement? Alors, on ne vous entend pas super bien, mais j'ai cru comprendre quand même. Donc, moi, je suis sur la Mure. D'accord. Au-dessus de Grenoble. Très bien. Et donc, avec vous, toujours à distance, elle est dans la Somme. Karine Pagnot-Rosso, bonjour. Vous êtes aussi assistante familiale. Bonjour. Tout à fait. Vous êtes où dans la Somme? À côté d'Amiens, à Beaucourt-sur-Alu. Parfait. Et donc à cette table, à côté de moi, Delphine Depay, vous êtes membre de la direction fédérale de la CGT Service Public et animatrice du collectif fédéral médico-social à la CGT. Bonjour Delphine Depay. Et la politique de la bande, c'est Magali Giorgetti. Vous êtes assistante sociale de profession, donc pas là par hasard, et conseillère départementale récemment brillamment élue dans les Bouches-du-Rhône, dans le canton de Martigues-Port-de-Bouc. Voilà, il faut toujours fêter ça. Vous êtes également adjointe au maire de Port-de-Bouc et je crois que le premier dossier auquel vous vous êtes attelé en tant que conseillère départementale, c'est celui justement de la protection de l'enfance. Donc on va parler justement de ce matin de ceux qu'on appelle dans le jargon les ASFAM, c'est-à-dire les assistants familiaux, qui sont environ 38 000 en France quand même. Ce sont les personnes qui accueillent à leur domicile les mineurs jusqu'à 21 ans confiés par l'aide sociale à l'enfance. Donc ce que je voudrais qu'on fasse en premier, c'est faire un petit tableau de ce métier. On ne les connaît pas forcément, alors peut-être tous ici on les connaît, mais ce débat a vocation à s'adresser au public de la Fête de l'Humanité, au plus grand nombre. Donc peut-être dire avec vous deux, Marion et Karine, quel est votre quotidien, quelle est votre formation, quelle est votre rémunération. En gros, c'est quoi une ASFAM? Je dis une parce qu'on parle des assistants familiaux, mais ce sont beaucoup, enfin très majoritairement des assistantes familiales. Donc je ne sais pas qui veut répondre. Marion? On vous entend très mal de très loin, donc on entend à peine ce que vous dites. Je suis navrée. Est-ce que vous avez entendu la question? Je vous demandais de faire une sorte d'état des lieux de votre métier, de nous dire en fait en quoi consiste votre profession. D'accord. Tu veux commencer ou pas? Non, vas-y. Donc moi je travaille depuis 2013 donc pour le département. J'ai accueilli plusieurs enfants, j'ai un agrément, mais j'accueille aussi des enfants en relais pour venir soulager mes collègues qui prennent des congés et proposer aussi aux enfants des week-ends et des vacances un peu autres. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'étais éducatrice avant. Donc en accueil d'urgence, j'ai commencé en accueil d'urgence en foyer avec des enfants âgés de 4 à 18 ans. Et pour faire un état des lieux de quelles sont nos missions, la mission première c'est d'accueillir, c'est sûr, de pouvoir permettre à l'enfant d'être dans un milieu où on le sécurise au maximum et on lui permet de se construire malgré des parcours compliqués avec souvent beaucoup de ruptures et de brassage, parce que c'est des enfants qui ont souvent des suivis médicaux et psy très lourds, qui sont souvent pas scolarisés à temps plein parce que c'est des enfants qui ont des troubles et à qui on doit apporter le maximum d'affection, de sécurité, de repères mais pas que, aussi de vie et de partage, pour les amener à pouvoir se faire et tout. Et c'est pas toujours évident. Alors
peut-être Karine peut prendre le relais pour compléter un petit peu. Alors, Marion a précisé qu'elle était employée par le département. C'est bien les départements qui sont les employeurs des ASFAM. Pas tout le temps. Moi, je travaille aussi pour le département, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui embauchent des assistantes familiales. D'accord. Et alors vous, précisément, Karine, vous accueillez combien d'enfants en ce moment? 5. D'accord. Ah oui. De quel âge à quel âge? De 4 ans à 10 ans. D'accord. Et alors ce sont des accueils qui sont pour une temporalité de combien de temps? C'est permanent? C'est quelques mois? C'est renouvelable tous les ans, mais ce que j'ai, je suis sur des abords pratiquement jusqu'à leurs 18 ans, voire 21 ans. D'accord. Donc c'est presque de la parentalité à ce niveau-là. C'est vraiment, vous avez un rôle essentiel dans leur construction à ces enfants. Tout à fait. On est des parents relais, je dirais, parce qu'on doit pallier à certains problèmes de vie de certains parents, qui peut être très court comme il peut être très long. On n'est pas là pour juger, il y a des juges pour ça. On est psychologue, on est infirmière, on est enseignant, on est maman, grande sœur, tata, tonton. Alors bientôt j'aurais pu en avoir que 3 puisque mon mari nous rejoint et il va en récupérer 2 à moi. On veut retomber un peu dans la légalité et en fait s'il a arrêté de travailler et qu'il m'a rejoint, c'est que on veut que ces enfants-là soient comme nos propres enfants, c'est-à-dire on les emmène en vacances, on les emmène en week-end, on les emmène faire du sport, voilà. Alors, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que vous êtes effectivement, vous avez quasiment une vie familiale avec ces enfants, mais néanmoins vous êtes salarié et donc vous avez des droits en tant que salarié. Est-ce que par exemple vous pouvez souffler? Est-ce que vous avez des jours de repos? Comment ça se passe quand vous êtes malade? Expliquez-moi un peu tout ça, vos droits en tant que salarié. Alors mes droits en tant que salarié, c'est que ce week-end, je vais être en week-end soufflant et par rapport à des problèmes administratifs et des problèmes de relais, j'ai tous les enfants chez moi. Voilà, ça en fait partie. Après, c'est les aléas, mais c'est aussi de ne pas perturber les enfants, d'aller dans des relais où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Alors je veux bien que ça soit un travail, mais si on ne le fait pas avec des sentiments et avec une motivation extrême, moi j'ai la chance aussi d'avoir des grands enfants à moi et pas des petits enfants qui ont le même âge que les enfants accueillis. Et donc mes relais c'est plutôt ma famille et mes enfants et qui comprennent. Maintenant je me mets à la place de mes collègues qui ont des enfants qu'ils accueillent. C'est pas évident, il y en a beaucoup qui démissionnent parce qu'il y a beaucoup de jalousie, c'est des enfants un peu abîmés qu'on accueille et puis il faut être présent à 100% quoi. On sent en tout cas votre grande implication. Et par rapport aux maladies, vu que notre métier n'est pas national et notre rémunération et nos maladies et tout ne sont pas nationaux, nous on a 6 jours de carence dans la Somme. Donc une grippe, c'est notre famille qui assume, on va pas s'arrêter pour une grippe, c'est 3 jours, donc 3 jours de salaire en moins, voilà quoi. Et alors justement, vous pointez un problème qui est apparemment important, c'est le fait que alors je vois que quelqu'un d'autre est arrivé, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que Marion et Karine sont toujours avec nous. Oui. D'accord, parfait. Alors ce que vous dites, c'est que donc justement vous êtes départementalisé. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément le même salaire, exactement le même salaire dans la Somme ou dans l'Isère, par exemple? Tout à fait, et ces enfants n'ont pas le droit de manger pareil dans la Somme que dans l'Isère. On en a parlé juste avant. Ils n'ont pas le droit d'être habillés pareil avec la même somme dans l'Isère que dans la Somme. Ça va de tout à rien, quoi. Et les écarts sont importants? Pardon? Les écarts sont importants, les écarts à la fois de salaire et à la fois de dotation pour les enfants? Ce que vient de me dire Marion, on est à pratiquement 3 € par jour par enfant.
Ah oui, donc c'est complètement énorme. Ouais, c'est juste un petit peu de la folie. Donc ça, on va en parler, je crois, avec Delphine juste après, parce que je crois que c'est une grosse revendication, évidemment, parce que voilà. Mais on continue à juste à vous connaître un peu mieux. Est-ce que vous avez dû passer un examen, avoir une formation pour faire ce métier? Peut-être on laisse la parole à vous, puis après ça à Marion. Oui, il faut l'agrément. Il faut l'agrément PMI. Et après, il y a les 60 heures obligatoires pour accueillir un enfant en premier. Et après, je viens de définir les 240 heures. Moi, je suis anciennement catégorie B de la fonction publique territoriale. Je suis en dispo pour faire ce métier. Quand j'ai eu mon concours, j'ai été titularisée après avoir fait une formation. C'est ce que j'ai expliqué qu'on a été reçu le 24 ou le 25 mai au ministère. C'est-à-dire que là, on fait les 240 heures, mais à part l'agrément à vie, qu'on n'a pas forcément, parce que comme on fait beaucoup de relais, comme on fait beaucoup d'extensions d'agrément, et ils viennent tous les ans, je veux dire, ça ne nous ouvre rien dans la fonction publique territoriale, quoi. Alors que... Pardon. Juste, mais c'est super important ce que tu dis. En fait, moi qui étais donc avant aussi dans la fonction publique, bon, j'ai jamais passé le concours moi parce que je suis une rebelle, mais et j'estime que j'avais déjà un concours. Enfin bref, mais il n'empêche que là, on est embauché par le département. Dès qu'on a des revendications à faire remonter au département, on nous dit que c'est des lois qui sont nationales. Par contre, il y a des traitements complètement différents de département à un autre, effectivement. Et en plus, on n'a donc aucune catégorie. Donc on rentre au département comme agent du département, mais avec un statut particulier, qui fait qu'on n'a pas d'évolution de carrière possible. Donc on rentre assistante familiale, on finit assistante familiale, et même au-delà des âges qui sont des âges déjà bien trop avancés pour la retraite. Hein. Et donc on n'a pas de possibilité de mobilité. Et j'ai des collègues, moi par exemple, pour passer des diplômes pendant qu'elles étaient assistantes familiales, et ça leur a servi à rien. Elles n'ont pas pu faire valoir ces diplômes-là pour être intégrées dans la fonction publique sur un autre poste, par exemple. Et ils n'ont pas du tout envie que nous qui sommes donc en bas et au charbon, on monte un peu plus haut, parce que par contre, il y a effectivement une expertise dans notre travail de ce qui est pour moi les ouvrières du ciel, et on a des choses à dire, et ça, ils s'en privent. Ils s'en privent parce qu'ils ne le veulent pas. Enfin, je dirais même qu'ils en privent les enfants, parce que votre expertise, elle peut être utile, peut-être justement pour le bien-être des enfants, pour faire de meilleures orientations, de meilleurs choix pour eux. Alors, on a parlé de statut, on a parlé de catégorie, mais en gros, il faut quand même préciser que même si la prochaine loi le prévoit, certaines d'entre vous ne gagnent même pas le SMIC. Une majorité. Karine. Là, on vous entend plus. Alors là, on vous entend plus, Karine, vous êtes toute figée. Nous, on n'a pas le SMIC pour un enfant. D'accord. Donc voilà, donc c'est une rémunération qui est quand même assez faible par rapport aux enjeux, par rapport au travail quotidien. On a bien compris, je crois, la réalité du travail quotidien, c'est-à-dire de vous occuper d'enfants à plein temps et d'enfants souvent qui ont des difficultés auxquelles il faut pallier. J'ai une dernière question pour vous, mesdames, avant de passer la parole aux autres invités. C'est évidemment, vous n'êtes pas sans savoir et vous l'avez vécu, qu'on vient de vivre une crise sanitaire qui a eu différents confinements. Comment est-ce que vous avez vécu ces périodes chez vous avec les enfants? À quelles difficultés particulières avez-vous été confrontés? Tu veux commencer? Non, vas-y. Alors, on a été confrontés à la sidération de notre hiérarchie et de l'encadrement. Donc on s'est retrouvés, nous, actives, parce qu'on n'avait pas le choix, et seuls. Très seul. Donc seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout d'accompagnement psy, plus du tout d'école. Et avec moi, j'avais à ce moment-là un enfant qui avait été diagnostiqué autiste et
qui avait du coup un accompagnement quand même conséquent. Et du jour au lendemain, plus rien. Avec aussi le souci de pouvoir maintenir les liens familiaux et le contact avec sa famille, donc des visios à la maison, tout ça avec mes enfants qui, moi, pour le coup, sont un peu plus jeunes que les enfants de Karine. Et ça a été très très compliqué, et en même temps, pour vous dire la réalité, je pense qu'on est déjà très habitué à devoir tout gérer. Donc finalement, moi quelque part, il y a presque eu un moment où je me suis dit à quoi sert cette hiérarchie et ces chefs qui finalement, quand il y a une crise comme ça, sont pas là. Et que finalement, en fait, nos missions, on a continué à les assumer. Ce qui a été très compliqué, par contre, c'est que cette crainte, et je pense que c'est ce qui fait que notre métier est le plus difficile pour moi, c'est qu'on est dans une incertitude tout le temps, une insécurité tout le temps, une précarité quotidienne. Alors même que ce qu'on doit apporter à ces enfants, c'est justement de la sécurité. Et du coup, c'est vrai que on s'est retrouvé à ce moment-là avec à devoir nous gérer des choses et se rendre compte qu'en fait, on peut très bien fonctionner sans ces chefs, quoi, qui servent pas à grand-chose finalement. Mais on aurait dû reprendre le pouvoir à ce moment-là d'ailleurs. Au passage, mais j'ai assisté là, j'ai vu hier en réunion d'équipe des témoignages suite à la journée de la protection, les assises de la protection de l'enfance, et il y a un témoignage d'une psychologue qui fait le lien entre ce qu'on a vécu pendant le confinement et cette crise sanitaire avec ce que ressentent les enfants qui ont en fait cette insécurité dans laquelle on a été, cette sidération dans laquelle on a été, qui faisait qu'on était du coup pas à même d'être dans une réaction et de pouvoir être ouvert vers l'autre et de pouvoir réagir. C'est ce que vivent les enfants dont on s'occupe, et parfois même les familles dont on s'occupe, à qui on demande des choses sans avoir pris en compte cet état d'inquiétude dans lequel ils sont et d'impossibilité d'agir et d'être dans l'analyse, voilà. Et ça, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ce que moi je voulais rajouter, qui est au-delà des conditions salariales, au-delà du fait qu'on soit très peu considéré et entendu, je mets un point d'honneur, moi, à rappeler régulièrement que ces enfants, ils nous sont confiés, on les a quand même, que par décision souvent judiciaire, ils ont été enlevés d'une famille qu'on dit maltraitante. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On se doit, nous, aujourd'hui, quand je dis nous, c'est la société, quand on enlève un enfant à sa famille, de tout mettre en œuvre pour lui apporter le maximum à lui et à son identité et à ce qu'il est. C'est-à-dire que si on n'accompagne que cet enfant en disant on vient rejuger que le parent est un mauvais parent, qu'est-ce que ça va lui apporter à l'enfant finalement? Et bon, bref, voilà. J'ai un peu débordé. Vous avez un peu débordé, mais ça montre à quel point vous avez une implication et une expertise. Donc, du coup, ça appuiera les revendications qu'on va développer tout à l'heure. Karine, vous, comment vous avez vécu le confinement? Comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, dans la Somme, on a été beaucoup soutenus par toutes nos référentes, que je remercie d'ailleurs, par les psychologues de service. Moi, j'ai pas d'enfants avec de gros handicaps. Mon fils avait 19 ans à l'époque, ma fille 17 ans, ils font des bonnes études. Mon mari et moi, on sait lire, on sait écrire, on sait compter, on a un niveau d'études assez bon. Donc faire les devoirs à la maison, ça ne nous a pas forcément perturbés, mais je pense à mes collègues. On a Internet chez nous, on a des ordinateurs, donc on a pu faire ce lien-là. Mais je pense à mes collègues qui, c'est pas demandé de savoir lire et écrire correctement, connaître un peu l'histoire, connaître tout ça. Et là, ça a été très pénible pour certaines de mes collègues. Et comme disait Marion, mes collègues qui ont des autistes et qui ont des tétraplégiques ou des enfants avec des gros soins,
Là, ça a été compliqué pour elle. Après, il y a eu une relève quand même de référentes qui ont été les aider. J'ai des référentes qui ont été aussi dans des foyers faire du bénévolat pour soulager aussi des équipes. Non, nous, on a eu vraiment un travail d'équipe et la direction, alors pas de nouvelles tous les jours, hein, mais on met des ordinateurs pour tous les enfants à partir du collège chez les assistantes familiales. Donc là, il y a eu quand même il y a eu un soutien. On nous appelait en moyenne une fois par semaine, voire tous les 15 jours, on avait quand même quelqu'un au téléphone. Ouais, et on avait des mails tous les 2 jours. Vous avez eu beaucoup de chance, en fait, c'est encore une fois ces 2 salles de ambiance, hein, ça veut dire que c'est en fonction du département, eh bien, ça passe du tout au rien. Donc ça, c'est quand même un petit peu un problème. Je vous vois faire oui de la tête, Magali. Vous avez pris en main ce dossier comme d'autres. Comment ça se passe dans les Bouches-du-Rhône ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie et vraiment merci de m'avoir convié à ce débat. Parce que ce combat que vous menez, je pense que nous, les élus communistes, parce que vous avez souligné mon élection... Mais j'ai pas dit élus communistes, c'est presque normal, hein, la fête de l'humanité, pardon. Donc je pense que nous, les élus communistes, on doit être porteurs de vos voix, de votre combat, de vos revendications. On doit le faire auprès de nos collectivités, de l'État et de la société civile, hein, de faire connaître un petit peu vos revendications. Je tiens à souligner la grande mobilisation que vous avez eue au mois de mai. Alors c'est vrai que j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup été entendu, hein, le retour du gouvernement sur vos revendications, il est peau de chagrin, vraiment. Mais quand même, ce que je voulais dire, c'est l'importance du choix politique, vous voyez, de l'orientation politique. Un département, il va voter une enveloppe au niveau de la protection de l'enfance, etc., du social, et ça dépend effectivement de sa couleur politique. Je donne un exemple dans mon département, qui est un département où la pauvreté est importante, hein, 18,2% de gens précaires dans le département des Bouches-du-Rhône. Et pourtant, quand je suis arrivée c'est ma première année où je suis élue, quand je suis arrivée dans ce grand hémicycle où j'entends que l'enveloppe du social, il nous reste 1,5 million d'euros qui n'a pas été dépensé par la collectivité. Ça paraît complètement aberrant. Donc j'allais dire que c'est du politique, hein, donc forcément l'importance de l'élection départementale, des élections des conseillers départementaux est fondamentale parce que ça va donner effectivement une orientation au département qui va apporter les causes que vous défendez. Par exemple sur l'enfance, la protection de l'enfance. Moi j'avais fait ma campagne sur ça parce que je suis assistante sociale de métier aussi. Donc je connais bien la problématique des enfants maltraités, des enfants placés. Je rencontre dans mon métier des assistantes familiales comme vous, hein, qui venaient dans le cadre de la scolarité des enfants que vous suivez. Et tout ça, pour moi, est une grande importance. Et c'est pour moi insupportable qu'un enfant ne soit pas traité de la même façon à Marseille comme à Grenoble ou à Paris, parce que les choix, les orientations politiques sont différentes. Donc c'est vrai que ça vous concerne vous, ça concerne la protection de l'enfance, ça concerne aussi les personnes âgées, hein, l'allocation des personnes âgées, c'est aussi différentiel par rapport au département dans lequel vous vivez, ce qui est pour nous insupportable. Je reviens sur vos revendications. Alors peut-être juste Magali, on n'a pas détaillé encore les revendications, on va peut-être laisser Delphine le faire. Delphine, alors c'est vrai que Magali le disait, je voulais vous donner la parole parce que je crois que je vous sentais très touchée par ces témoignages qui étaient très précis et très humains. Donc je voulais vous donner la parole parce que voilà, vous êtes directement dans l'action, au cœur de l'action, et donc vous l'êtes aussi, Delphine Depay. Magali l'a dit, le 20 mai dernier, c'était une grande journée, c'était une journée où les assistantes familiales se sont levées en fait. Et c'était aussi l'aboutissement d'une lutte qui est portée notamment par la CGT. Exactement. En fait, pour la Fédération CGT des services publics, ça fait des années qu'on travaille auprès des assistantes familiales et pour connaître leur réalité professionnelle, leurs soucis de quotidien et justement qu'elles nous décrivent un métier qui est jusqu'alors très méconnu. Elles sont 36 000 dans la fonction publique territoriale, c'est pas rien. 36 000 et on va dire 3 598 femmes.
environ. On salue les deux hommes. Hein. On a très vite été interpellés sur la CGT quant aux conditions de travail de ces professionnels. Et pour dire vrai, on a été atterrés. En effet, il n'y a aucune équité nationale pour rémunérer ces professionnels. Rémunérer, on n'ose pas le dire comme ça, une assistante familiale aujourd'hui qui accueille un enfant. Quand on parle des enfants accueillis, c'est des enfants qui ont été reçus par le juge des enfants, qui sont en difficulté, qui sont en fragilité et qui demandent une protection. Elles accueillent 24 heures sur 24 ces enfants-là, elles s'occupent de leur scolarité, elles s'occupent de leur bien-être, de leur santé. C'est un quotidien. Aujourd'hui, on les paye 800 €, c'est pas un SMIC. En effet, le salaire qu'elles vont percevoir sur leur compte en banque, il est supérieur à 800 €. Il y a les indemnités d'entretien pour les enfants, mais ce n'est pas du salaire, ce n'est pas une rémunération. Donc aujourd'hui, on a 36 000 assistantes familiales qui peuvent être payées 800 € net, qui n'ont pas le statut de la fonction publique territoriale. Même si elles travaillent pour les conseils départementaux, elles ont toujours été considérées à part. C'est-à-dire qu'elles n'ont aujourd'hui pas de possibilité d'évolution de carrière et les collègues l'ont bien dit tout à l'heure, on commence assistante familiale à 800 € dans certains départements, 40 ans après, on finit assistante familiale à 800 €, ce qui est complètement inadmissible. Donc en effet, la colère chez les professionnels, le manque de reconnaissance, le fait qu'elles soient isolées, précarisées, mal rémunérées, non reconnues et surtout ignorées du tout venant, c'est-à-dire qui pense aux assistantes familiales qui, elles, accueillent ces enfants-là. La colère, elle est montée et elles ont su trouver la CGT, elles ont su trouver les syndicats CGT des conseils départementaux et petit à petit, on a pu s'emparer de cette problématique. Alors en 2018, il y a eu une première rencontre nationale des assistantes familiales qui a conduit, avec tout ce qui s'est passé de crise sanitaire, et Karine l'a très bien décrit, la crise sanitaire, ça a été épouvantable. Elles n'ont même pas été mises en lumière, c'était des premières de corvée, celles qui s'occupent des enfants les plus vulnérables de notre société. La plupart se sont retrouvés sans ordinateur, sans moyen d'assurer une scolarité. Et certains référents ont répondu présent, dans d'autres départements, référents, psychologues, médecins, tout le monde était absent. Donc elles se sont retrouvées seules, des fois avec 3, 4 enfants accueillis, plus les leurs. Autant vous dire que c'était pas la joie dans les maisons, dans les foyers, et autant on a eu applaudi les infirmières, et en effet, il faut reconnaître tout le travail qui a été fait par les acteurs de santé. Il y a les acteurs du secteur médico-social également, et là, il y a vraiment un grand pas à faire. Donc le 20 mai, en effet, les collègues se sont engagés pour faire entendre leur voix et expliquer la réalité professionnelle et par quoi elles sont passées depuis toutes ces années. Et le 20 mai, on a eu environ 40 conseils départementaux avec les collègues qui se sont mobilisés sous différentes formes. Ça peut être des pique-niques revendicatifs, ça peut être des rassemblements devant les conseils départementaux, des conférences de presse, des moultes témoignages pour faire connaître leur réalité professionnelle. Voilà, donc une belle mobilisation qui était aussi pas très habituelle, parce que c'est vrai que ces femmes, en même temps, elles sont tellement occupées qu'elles n'ont pas vraiment le temps d'aller manifester, c'est presque un peu ça, quoi. Et là, elles ont pris conscience qu'il fallait défendre leurs droits, qu'elles en avaient des droits et qu'il fallait faire évoluer, on l'entend bien parmi les témoignages, non seulement leur statut, non seulement leur rémunération, non seulement ce qui les concerne dans leur carrière, mais surtout la reconnaissance d'un rôle essentiel. On a beaucoup entendu ce mot dans la société au moment de la crise sanitaire, mais là, on a entendu à travers les mots de ces femmes que c'est l'avenir du pays, l'avenir des enfants de ce pays qu'elles défendent. Si les enfants s'avenir, ce sera grâce à elles. Si les enfants sont équilibrés, on trouve une place dans notre société, ce sera grâce à elles. C'est quand même pas un tout petit rôle. Donc là, il y a vraiment eu, je crois qu'elles en ont pris conscience aussi, peut-être qu'elles avaient aussi une capacité d'agir, en fait. Une capacité d'agir et elles ont vraiment pris conscience qu'ensemble elles pouvaient faire entendre leur voix professionnelle. C'est pas du bricolage leur métier. Certes, c'est un métier qui reste très confidentiel parce que ça se passe à la maison. On est très peu quand même à travailler 24 heures sur 24 à la maison. Et faire sortir leur voix, faire sortir leurs revendications, les besoins essentiels pour qu'elles puissent assurer leur mission avec tous les moyens possibles. Et ces professionnels-là, elles sont animées avant tout par le bien-être des enfants. C'est ça qui les préoccupe. Quand on a 3 € par jour et par enfant pour les faire manger, pour les habiller, pour leur acheter leur goûter,
on ne peut pas dire qu'il y a un respect de l'enfant, une prise en charge de l'enfant correcte. Et c'est contre ça, et je pense qu'on en a rencontré beaucoup à l'occasion du 20 mai, c'est ça qui les anime, c'est-à-dire qu'elles ont un sens de leur métier, elles ont des compétences, et là, il y a une reconnaissance, une absence de reconnaissance totale. Et c'est ces lignes-là qu'on peut bouger tous ensemble. Et on a vu en effet dans les syndicats CGT nombreuses assistantes familiales arriver en disant mais moi aussi j'ai cette difficulté, rencontrer leurs collègues parce qu'entre elles le lien est très compliqué à établir, chacun travaille chez soi, est en relation avec sa référente, mais le ressenti, l'organisation d'une équipe de travail, il est aujourd'hui inexistant. C'est toutes ces lignes-là qu'on fait faire bouger. Il est aujourd'hui inadmissible qu'une assistante familiale soit payée en dessous du SMIC. Alors le gouvernement, qui, on le rappelle, malgré nos nombreuses sollicitations, ne nous a jamais conviés à aucune consultation, a enfin daigné nous recevoir après le 20 mai. Comme quoi on peut se faire entendre qu'on est tous ensemble et vraiment la force, elle est vraiment collective. Et pour le coup, les avancées, c'est peau de chagrin, on va en reparler. Alors les avancées, c'est un article de la loi sur la protection de l'enfance qui a été voté en première lecture le 8 juillet dernier à l'Assemblée nationale. Et donc que prévoit cette loi? Qu'est-ce qui pourrait être fait passer pour des avancées? Parce que à vos yeux, ça n'en sont pas, hein, mais je crois qu'il est question quand même d'une rémunération minimum au SMIC. Alors oui, enfin ils se sont réveillés, ils ont pensé que des salariées femmes qui travaillent chez elles, elles méritaient enfin un SMIC. Donc, vous inquiétez pas, les décrets ne sont pas sortis, elles ne l'ont pas encore, mais c'est attendu. Néanmoins, la grande déception, c'est l'intégration pleine et entière dans le statut de la fonction publique territoriale pour qu'au minima, il y ait une équité de rémunération sur tous les départements et qu'au minima, ces professionnels-là puissent avoir une ancienneté reconnue. Aujourd'hui, on commence à 800 €, on finit à 800 € sur la rémunération principale. Pour le coup, nous, ce qu'on réclame, et haut et fort, et les collègues ne lâcheront rien sur ça, c'est avoir un cadre d'emploi comme on a pour d'autres métiers qui sont aussi féminins ou masculins. Pour un éboueur, on a un cadre d'emploi, il prend l'ancienneté, sa rémunération augmente. C'est ce qu'elles veulent tout simplement, un cadre d'emploi, une grille indiciaire, une évolution de métier. Et aujourd'hui, elles ne lâcheront rien pour ça. Du coup, beaucoup reste à faire et on est très vigilant. La loi est vraiment un minima pour des professionnels qui sont, et tu l'as bien dit, des maillons essentiels du dispositif protection de l'enfance. Et c'est vraiment voilà, un enjeu de société. On leur confie les clés et on ne leur confie pas les moyens. Et cette réalité-là, en effet, la CGT, elle est là aussi pour mettre en lumière ce métier et que enfin les lignes, elles bougent. Je voudrais donner... Bravo, effectivement, je pense que, voilà, je sais pas quand, c'est bien, les pancartes sont sorties, on est vraiment à la fête de l'humain. Merci beaucoup. Merci Marion. Et Magali, je voudrais votre regard sur ce que vient de dire Delphine. Donc vous aviez commencé tout à l'heure à parler des revendications, mais vous êtes une élue départementale, mais bon, en même temps, vous avez quand même une préoccupation nationale sur ce dossier de la protection de l'enfance. Est-ce que vous pensez que l'État français, aujourd'hui, protège bien les enfants dont il a la responsabilité? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, et moi je fais partie de celles qui pensent que la protection de l'enfance devrait rester une compétence nationale. Ouais. Alors c'est vrai que bon, c'est un service public, mais quand même je continue moi à revendiquer que la protection de l'enfance devrait relever effectivement d'une compétence nationale, que l'État, parce qu'actuellement, je vous l'ai dit, hein, actuellement c'est très politique effectivement, ça relève de la couleur politique du département, ce qui veut faire de la protection de l'enfance, ce qui veut faire du social, mettra une enveloppe plus ou moins importante. Je vous le rappelle, hein, Marseille, moi je suis sidérée de ce qui se passe. Quand on sait, dans les conditions que sont les collègues assistantes familiales ou les collègues assistantes sociales ou d'autres de la profession, du social, et quand on voit l'enveloppe qui nous reste 1,5 million, enfin, je veux dire, c'est vraiment une honte, quoi. Je pense qu'il faut le dénoncer, et ça se passe à Marseille, ça se passait ailleurs. Vous voyez, selon la couleur politique, parce qu'on dit oui, un conseil départemental, moi je suis conseillère départementale depuis peu, sur ma page Facebook, on me demande mais à quoi vous servez? À quoi ça sert une conseillère départementale? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est vrai que c'est comme un député, quoi. Si l'Assemblée elle est majoritairement à droite, on aura des politiques avec une orientation de droite. Voilà, après, voilà, il n'y a pas de souci. Et si on vote pour un département avec une majorité de gauche, on aura
on aura une orientation avec des politiques sociales, économiques, etc., qui seront dans nos valeurs. Évidemment. Et on le constate que les enfants ne sont pas traités pareil, à la fois chez les assistantes familiales, mais on voit par exemple, pour donner un département qui est tout près d'ici, les Hauts-de-Seine, qui sont le département le plus riche de France, les enfants, notamment les mineurs non accompagnés, sont placés à l'hôtel, à des kilomètres, c'est-à-dire que voilà, ils sont quasiment délocalisés, ces gamins, alors que c'est le département le plus riche de France. Hein. Donc voilà, il y a aussi peut-être une question il n'y a peut-être pas assez d'assistants familiaux au point de vue global, c'est-à-dire que si ces femmes, et peut-être qu'elles vont le dire, si elles se retrouvent sans relais, si elles se retrouvent à devoir assurer à elles des relais, bon, je comprends bien la stabilité des enfants, mais après ça, il faut quand même qu'elles n'en aient pas 7, 8, ça devient énorme. Au vu des conditions, au vu des conditions que j'entends là, que je connaissais, mais que dont le témoignage assez touchant de ces deux collègues, je me dis effectivement les assistantes familiaux, il y en a de moins en moins. Bah, c'est pas en même temps, c'est pas très attractif. Hein. L'attractivité, on comprend pas. Et après, je pense que la dépense de l'hôtel, c'est quoi cette politique, quoi, oui, c'est une politique d'abandon. Hein. Les enfants qui sont laissés, c'est pas tous, c'est voilà, souvent des enfants étrangers d'ailleurs, alors qu'ils ont tout à gagner à être dans une famille. Les enfants étrangers, nous sur Marseille, on a des mineurs dans la compagnie dès qu'ils ont 18 ans, ils sont laissés, on en a, je crois, plus de 400 qui dorment dans les rues. Et qui tombent dans l'illégalité en fait, parce que devenus mineurs, ils n'ont plus le statut d'enfant, donc ils sont mineurs sans papier, majeurs sans papier. Ils sont accompagnés jusqu'à leurs 18 ans. Le jour de leurs 18 ans, bien souvent, on les laisse et on les retrouve. Moi j'étais assistante sociale scolaire, dans un lycée professionnel. J'en avais 4 ou 5 qui étaient devenus majeurs en cours d'année et qui vivaient dans la rue quand on essayait de trouver HRS, parce qu'ils tombent après dans le droit commun. Et donc nous, on leur permettait de se laver à l'école, de prendre le petit déjeuner à l'école, etc. Enfin, c'était de la débrouille, encore une fois. Et alors, je crois Là-dessus, la loi qu'on nous a présentée, Delphine, tu m'arrêtes si, normalement, les contrats jeunes majeurs deviennent obligatoires pour tous les enfants de l'ASE. Et pendant le confinement, il y a eu une loi qu'ils ont passée avec la loi sécuritaire. Tous les enfants pris en charge par l'ASE ne devaient pas quitter le dispositif de la protection de l'enfance, normalement. Alors oui, ça c'est le projet de loi, tu as tout à fait raison, mais pour le coup on va utiliser du conditionnel, parce qu'aujourd'hui dans ce projet de loi on voit également sous le champ de la protection de l'enfance qu'il y a l'interdiction d'héberger les mineurs dans les hôtels. Aujourd'hui on est face à un problème purement technique. On sait bien que les établissements d'accueil pour les enfants en difficulté sont saturés, les éducateurs le dénoncent au quotidien. Quand on regarde du côté des assistantes familiales, et on en a parlé tout à l'heure sur l'attractivité du métier, vous imaginez bien quand vous êtes jeune professionnel, vous n'avez pas envie de faire ce métier, d'engager et votre famille pour d'avoir moins que le SMIC, et il y a un réel manque et une pénurie d'assistantes familiales qui opère aujourd'hui et qui va aller en s'accentuant. Du coup, quelle solution pour le gouvernement ? Il y a la loi et il y a la réalité. On attend la réalité. Mais les professionnels que vous êtes, comme maillon essentiel de protection de l'enfance, appellent à une véritable reconnaissance de votre métier. Il est inadmissible aujourd'hui que vous ne soyez pas dans le statut de la fonction publique territoriale. Je repensais aux journées de carence. Est-ce qu'on a une autre profession où il y a 8 jours de journée de carence ? Donc elles enquillent les 3 jours qu'on a tous, voilà, elles enquillent déjà 3 jours, on n'a pas tous 3 jours, mais elles enquillent 3 jours dans plusieurs départements où elles ont une absence totale de rémunération. Suite à ça, le département, 8 jours après, prendra le relais pour avoir 75% de rémunération. C'est inimaginable, inimaginable. J'ai envie de dire, est-ce que parmi les fonctionnaires, il y en a qui ne sont pas payés quand ils travaillent le dimanche, les jours fériés? Elles n'ont aucune bonification quand elles travaillent ni les dimanches, le jour de Noël, le jour de la Toussaint, aucun jour férié hormis le 1er mai. Je viens de la métropole, ils sont très fiers de le dire. Marion dit 2. Tout dépend des départements, on en est toujours là. Nous, métropole, c'est le 1er mai. Ouais. Aussi, c'est le 1er mai, et on peut très bien avoir des droits de visite à Noël, où il faut emmener les enfants, ce qui est normal, hein, chez les parents à 8h du matin le 25 décembre et les récupérer à 14h de l'après-midi. Donc notre vie familiale peut aussi en souffrir, et en plus on n'est pas rémunéré en plus. Ouais, c'est vraiment des conditions...
Oui, est-ce que je peux intervenir, je ne sais pas si je peux me permettre d'intervenir, je voudrais juste rebondir sur les choix politiques. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai souci là. C'est que la vraie question, c'est ces enfants n'intéressent personne au niveau politique. Ce qui intéresse la politique aujourd'hui, c'est plutôt le profit et de s'en mettre de plus en plus plein les la réalité de ces gamins-là, ce que vivent ces familles, parce que moi j'ai du mal aussi à ce que je disais tout à l'heure, à séparer le fait qu'il y ait ces enfants qui sont en souffrance, certes, mais ce que vivent leurs familles et la façon dont ils sont traités, mais y compris par l'aide sociale à l'enfance. Moi qui suis éducatrice, j'ai vu parfois des façons de parler aux familles. En fait, c'est pas parce qu'on est dans la misère, c'est pas parce qu'on vit des choses compliquées qu'on est con et qu'on n'est pas capable d'analyse, qu'on n'est pas digne. Et en fait, c'est ce qui manque le plus là, c'est de remettre de la dignité et de remettre de l'humanité. Ça tombe bien, c'est la fête de demain. En fait, on vient... soit on est une société et une société solidaire et du coup on s'entraide pour pouvoir faire du monde de demain et de ses enfants de demain des citoyens qui soient capables d'avoir une analyse, une critique sur ce qu'ils vivent et de choisir leur vie. En fait, c'est vraiment là qu'il est le choix politique. Et je pense que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et au travers de cette crise aussi, c'est que c'est là, il faut retourner la table. C'est pas possible. C'est que tous ceux qui sont en bas, là, il y a une telle richesse, il y a une telle... moi, je m'éclate avec ces mômes. Je m'éclate aussi avec ces familles. C'est des gens où, quand on commence à parler avec eux et qu'on leur dit mais quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous, pour votre enfant? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec lui? Et on travaille tellement pas comme ça, on nous apprend tellement pas à travailler comme ça, on vient sans arrêt. Ce que disait Karine tout à l'heure, c'est super important. Il y a eu déjà un jugement. Et nous, on est sans arrêt en France à venir rejuger ce qui va pas dans ces familles. Mais en fait, sans jamais considérer qu'il y a un équilibre, il y a un système, qu'il y a une culture, qu'il y a des choses qui sont à mettre en valeur. Et ce qui va rester pour que ces enfants-là s'en sortent, ce qui va être le plus important, c'est qu'ils vivent des choses chouettes et fortes, que ce soit avec nous, avec leur famille, et qu'on soit plus dans le partage et arriver à tirer du bon pour ces mômes-là, quoi. Et ça, on n'apprend pas du tout à le faire, ni dans notre boulot d'éduc, ni dans notre boulot d'assistante familiale. C'est pas ce qu'on nous apprend. C'est pas là-dessus qu'on met le paquet alors qu'on leur doit ça, en fait. On a bien compris, Marion, et j'ai envie de vous dire une chose. Je suis très émue en vous écoutant. Je me dis que les gamins que vous avez, la situation n'est pas parfaite, mais ils ont vachement de chance. Parce que voilà, vous leur transmettez votre énergie, vos idées qui sont plutôt celles du partage et d'une vision de la société que je trouve, en tout cas, auquel je pense ici autour dans ce débat, on adhère tous. Donc je me dis, voilà, il y a quand même des gens qui transmettent beaucoup de choses à ces gamins et voilà, certains en tout cas ont de la chance et je voulais justement peut-être qu'on en vienne à cela avec vous deux, Magali et Delphine. C'est pour voilà, on voit des femmes debout là, on voit des femmes debout, des femmes qui étaient invisibilisées. Tout d'un coup, on voit qu'elles existent et on voit qu'elles ont un cerveau qui fonctionne plutôt sacrément bien, qu'elles ont une vision politique, qu'elles ont une vision de la société, qu'elles ont une vision transformatrice. Tout ça, c'est une énergie formidable en fait que vous avez su canaliser, mobiliser et emmener vers. Je sais pas qui veut prendre la parole, Magali peut-être, mais voilà. Juste pour faire un compliment à Delphine, en tout cas la Fédération de service civique, je pense que la CGT, enfin, le syndicat CGT est là pour les accompagner, pour encadrer et accompagner ces femmes et ces revendications. Je crois que c'est important qu'elles aient trouvé une organisation. Ça ne m'étonne pas que ce soit la CGT, bien sûr, mais qu'elles aient trouvé une organisation qui les ait écoutées, entendues et qui porte leurs revendications. Parce que j'entends ce que vous dites et je comprends, et j'entends les politiques qui sont là pour mettre dans les poches, etc. Je pense que bon, il y en a que non. Oui. J'espère que moi non. Mais je comprends, hein, ce sentiment-là, il y a beaucoup de personnes l'ont, mais je crois qu'effectivement,
aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, ça passe par le politique. Comme on a besoin d'organisations syndicales pour accompagner ses revendications, pour accompagner ses combats, ses luttes, etc., on a besoin d'un cadre. Et je pense que le politique aujourd'hui, il est incontournable. Donc c'est vrai que quand on voit l'abstention qui se joue dans les votes qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, même chez moi, j'ai été élu avec même pas 35% des votants, bon, c'est catastrophique. Donc je me dis, bon, il y a une désaffection de tout ça, il y a un petit recul aussi de la syndicalisation et tout ça, et je me dis non, il ne faut pas perdre de terrain sur ce terrain-là, parce que c'est grâce aux organisations syndicales et grâce notamment à la Fédération des services publics que vos revendications qui sont largement légitimes, effectivement vos témoignages à toutes les deux est très poignant et vraiment il résume assez bien, enfin, très bien les difficultés. Et effectivement, je vous rejoins sur la problématique de l'ASE, le dysfonctionnement que peut avoir des fois à l'ASE, etc. Mais là aussi, ça serait une autre question. Et là aussi, je pense que la CGT, c'est la Fédération de services publics, est aussi présente dans cette structure-là. Donc je pense que c'est en changeant tout ça, par nos adhésions à des organisations, à des partis politiques ou à des votes, que nous allons effectivement faire bouger les lignes en se rassemblant, en étant de plus en plus nombreux, en faisant le rapport de force, quoi. Qu'il soit politique ou qu'il soit syndical. Mais justement, on va peut-être conclure avant de laisser la parole à la salle avec vous, Delphine Depay. On constate parfois une désaffection des syndicats en général, les gens ne renouvellent pas leur cotisation, mais dans la fédération et parmi les assistantes familiales, là pour le coup c'est une adhésion massive. Alors là, il y a une formidable énergie qui se dégage, parce qu'en effet, quand on met des mots, quand on se rend compte qu'on partage nos difficultés professionnelles au quotidien, ben en effet, on crée des liens. Donc les collègues, elles se sont rencontrées, elles ont pu mettre des mots, elles ont pu décider ensemble de ce qu'elles voulaient faire. On n'a pas décidé comme ça, le 20 mai, grève nationale, c'est la première pour les assistantes familiales. C'est-à-dire qu'elles disaient, on veut faire entendre notre voix, et tout ensemble, on a tous le même problème, on a toutes les mêmes responsabilités, et pour ces enfants-là, pour le sens de nos missions, nous, on veut être visibles, et ce sera le 20 mai. Et là, le 20 mai, on a vu une formidable énergie se dégager avec, il faut le dire, quand on a des rassemblements ou des manifestations de collègues exclusivement féminines, il y a un supplément d'âme. Ce supplément d'âme, elles le mettent. Et par leur mission qui sont le moteur de leur quotidien, et pour les enfants. Mais elles surmontent énormément de difficultés pour se mettre en grève. C'est pas des éboueurs qui décident du jour au lendemain de faire grève et qui se mettent en grève. Imaginez-vous, elles n'ont même pas de conditions de rémunération équitable sur toute la France, sur tout le territoire. Quand on parle du droit de grève des assistantes familiales, on se heurte à un silence phénoménal. Silence phénoménal du ministère d'une part, et des collectivités territoriales d'autre part. Parce que personne n'a imaginé qu'un jour, ces professionnels-là pouvaient avoir des revendications. C'est inimaginable aujourd'hui. Et pour le coup, voilà, c'est qu'un début, on se l'est bien dit en sortant du 20 mai, l'été a continué, et pour le coup, ce n'est qu'un début, parce que la loi, tu l'as bien dit, est bien en deçà pour assurer les besoins minimaux de ces professionnels. Et juste très rapidement, tout à l'heure on parlait des compétences, des qualifications qu'elles ont, et l'enjeu il est là aussi, dans la formation initiale et dans la formation professionnelle. Imaginez-vous une assistante familiale qui a commencé il y a 20-30 ans, pas de diplôme exigé au départ, pas de certification, elles sont des femmes, elles peuvent tout à fait travailler et s'occuper des enfants au quotidien. Aujourd'hui, il y a le diplôme d'état d'assistante familiale. Pour celles, et vous m'arrêtez les collègues si je me trompe, pour celles et ceux qui obtiennent ce diplôme d'état-là, il n'y a aucune bonification du salaire, aucune reconnaissance salariale. Que vous soyez diplômé ou pas diplômé, c'est le même salaire. C'est un diplôme de niveau 5, équivalent à CAP, BEP. On appelle à un minimum de reconnaissance et une équité avec des filières qui sont plus masculines et qui ont aussi un niveau CAP. Et on appelle au minimum à une équité sur ces rémunérations-là. Bien sûr, et on pourrait penser aussi à une validation des acquis, parce que j'imagine que quand on fait ce métier depuis 20 ans, on a quand même acquis quelques compétences et quelques habitudes, et qu'on peut aussi imaginer devenir formatrice. On peut imaginer, c'est pas compliqué d'imaginer des évolutions de carrière. En les entendant parler, moi j'en ai des idées, donc voilà, c'est pas compliqué. Simplement, manifestement, elles ont été oubliées. Marion ?
Un dernier mot. C'est très important de parler de formation. C'est la première fois que moi je vois qu'on est formé. Moi je ne l'ai pas faite parce que comme j'avais le diplôme d'éduc, j'étais pas obligé de la faire. Mais mes collègues, elles sont formées par des personnes qui n'ont jamais été assistants familiaux. Donc quand on rentre en processus de formation, on est formé par des gens qui vont nous expliquer quel est notre métier, mais qui n'ont jamais fait notre métier. Et alors qu'on pourrait devenir nous formatrices, on pourrait nous avoir cette place-là. Je rebondis aussi sur la CGT. Pour pouvoir avoir des délégations syndicales, nous, assistantes familiales, c'est compliqué, mais il va falloir qu'on s'y mette, parce que ce qui va faire qu'on se regroupe et qu'on se rassemble, c'est qu'on puisse, nous, avoir du temps pour aller à la rencontre de nos collègues, pour être sur des territoires qui sont souvent des territoires ruraux, isolés, et avec une culture de métier qui est compliquée, parce que c'était pas un métier en plus avant, et qu'il n'y a aucune culture justement de revendication, de grève, c'est des choses qu'elles connaissent pas, et il faut qu'on puisse aller à leur rencontre, qu'on puisse parler avec elles, avec eux, parce qu'elles... On a perdu Marion, mais je pense qu'on a bien compris son message. On a compris que c'est ces femmes et ces rares hommes. Pour avoir une continuité. D'accord. Merci et merci d'être là, d'être debout. On sent que voilà, vous avez aussi peut-être en parlant, et c'est ce qu'on se disait en préparant ce débat avec Delphine et Magali, on se disait que ces femmes, en parlant de leur métier, en posant sur la table leurs revendications, elles avaient pris conscience de leurs valeurs, de leurs compétences en fait. Vous l'avez ressenti ça, Marion et Karine, le fait d'affirmer ce que vous êtes et ce que vous faites, ça vous a grandi, vous avez ressenti ça chez des collègues à vous? Oui, vraiment. Après, pas suffisamment encore. Et comme disait Delphine, ce n'est qu'un début. Et il va falloir semer encore des graines de confiance, parce que je pense qu'on est tellement méprisés, qu'on a tellement été habitués à être un boulot où on était sous le caca de la baleine, que du coup, il y a un gros travail à faire Et puis ce que disait Karine aussi, il faut qu'on apprenne aussi à s'exprimer, à être face à des fois des politiques, à avoir une connaissance aussi du cadre légal. Et ça demande du boulot, ça demande du temps, et on n'a pas ce temps-là. Enfin, c'est compliqué de l'avoir. Et c'est vraiment, j'insiste lourdement sur le fait que je pense que c'est en nous permettant d'avoir justement des temps où on n'est pas les enfants pour pouvoir se concentrer. Et c'est pareil, ça, le département, il n'a aucune envie qu'on se plonge là-dedans. Mais quand on va s'éduquer, nous, s'élever en comprenant mieux les choses, on va forcément être plus forte, et ça, ils le savent. Donc il faut qu'on passe par les syndicats et qu'on passe par ces organisations-là pour y arriver. Je vois Magali qui hoche la tête, mais en même temps, elle dit le département, il veut pas. Mais il y a peut-être des gens dans certains départements, des élus dans certains départements qui veulent et qui vont s'appuyer sur vous, avec qui vous allez pouvoir travailler. J'imagine que les ASFAM des Bouches-du-Rhône peuvent compter sur vous, Magali. Déjà, nous, on a pris rendez-vous avec les collègues pour porter dans le schéma enfance-famille du département leurs revendications, les porter haut et fort dans l'hémicycle du département des Bouches-du-Rhône. Voilà, il faut trouver les bons interlocuteurs aussi. Il faut les aider et les trouver. Je suis assez d'accord avec elle, c'est vraiment le politique qui décide de tout aujourd'hui. Et si c'était au niveau national, la protection de l'enfance, elle serait au niveau national, ça serait plus que des politiques, ça serait, ça serait le national qui devrait gérer tout ça. À un moment donné, il y a eu un reportage télévisé qui disait les enfants de l'ASE, c'était les oubliés de la République. Moi, je dirais la protection de l'enfant, c'était un oublié de la République. Ouais, il y a 3 valeurs qui sont bafouées dans la protection de l'enfance, c'est le respect, la tolérance et l'égalité. C'est assez bien résumé. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe la parole à la salle. Il reste assez peu de temps. On va vous laisser la parole. Je vois qu'il y a déjà un micro qui est en main. Allez-y. Oh là. Oui. Là, l'urgence, c'est effectivement de sortir de...
Moi, je trouve qu'il y a une situation d'ubérisation, d'ultra-ubérisation, et donc il faut obtenir des bougies sur le droit à la carrière, à la rémunération, et donc une nouvelle entrée dans le statut. Donc ma question, elle est pour Magali. Magali qui représente quand même une force politique nationale. Et par exemple, hier, on avait un débat avec un représentant de l'Association nationale des élus communistes et républicains. Est-ce qu'on peut donc imaginer des issues de la fête, puisque c'est la fête et le forum qui nous permet ces moments de rencontre, envisager, obtenir que dans le programme de l'ANECRE et donc son action, que ce soit dans les conseils départementaux, mais évidemment aussi avec les parlementaires, obtenir que ce soit dans le programme et donc on est, comme tu l'as proposé finalement, qu'on ait une suite. On a le cahier revendicatif, on a les mobilisations, maintenant il faut qu'on obtienne des vrais bougies en termes de loi, quoi. Je ferai un peu tout ce qu'il faut et je verrai avec mon ami Pierre Darreville, notre député de la circonscription des Bouches-du-Rhône, pour qu'il intervienne et fasse une intervention à l'Assemblée nationale en tant que député sur la question. Il n'y a pas de souci, ça se fera et on poussera, on fera les soutiens de ces combattantes, là, ces nouvelles combattantes. Et c'est important pour nous. Je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui vous êtes sortis un peu de l'isolement. Je pense que la Fédération des services publics et la CGT vont vous permettre de vous réunir, de trouver des points communs entre vous et ça va vous mobiliser. Je crois que moi, l'espoir il est devant nous, hein. Moi j'ai espoir. Et je pense qu'en prenant conscience, parce que c'est vrai que vous êtes, comme tu disais, des travailleurs discrets, des travailleurs oubliés un petit peu comme ça, parce que c'est dans la sphère familiale, mais là, l'émergence de cette mobilisation du vin va vous faire prendre conscience, va vous casser cet isolement, va vous mettre ensemble, et cette force-là, ce rapport de force va faire un peu bouger les choses, et j'en suis certaine. Vraiment. Une petite question, si c'est possible. Oui. Moi, je voudrais savoir, le projet de loi qui est passé à l'unanimité au mois de juillet au Parlement, où étaient les élus communistes pour nous défendre sur notamment une notion de la retraite à 74 ans pour les assistantes familiales. On dit qu'aujourd'hui on est en pénurie, mais comment on peut attirer quelqu'un qui va aller travailler jusqu'à 74 ans? Je ne comprends pas que cette loi soit passée à l'unanimité sans amendement sur l'âge légal de la retraite des assistantes familiales. Je comprends votre colère, en tout cas c'est pour moi aussi inadmissible qu'on ait laissé passer effectivement si c'est à l'unanimité, parce que ça j'en suis, je prends votre parole comme vous la dites, mais c'est inadmissible pour moi, c'est pas possible qu'on laisse passer une loi pareille avec un départ à la retraite à 74 ans, puisque nous au Parti communiste on demande un départ à la retraite à 60 ans, donc je veux dire ça c'est aberrant, vous avez raison, et on partage pas toujours tout. Une autre question? Oui. Oui. Ah, c'est plus un complément d'information qu'une question. Mais on a vu dans les témoignages et dans les actions qui ont été menées, la question de formation des élus est très importante parce qu'on voit souvent sur toutes les questions du statut de la fonction publique notamment, il y a certaines méconnaissances, ça nous arrive d'être projet, d'aller dans les... Voilà. Et on le sent, donc ça c'est important, il va falloir le mais moi dans tout ce que j'ai entendu, effectivement on a parlé beaucoup de rémunération différentes, des différences de traitement, des différences aussi dans les équipes pédagogiques, de la manière dont on accompagne, on n'accompagne pas. Et tout ça en fait, voilà, c'est Marion qui l'a dit en dernier, c'est vraiment un problème d'égalité, d'égalité de traitement. L'égalité de traitement, c'est l'un des piliers du statut de la fonction publique, du statut général de la fonction publique. Donc, alors effectivement, il y a eu l'accompagnement, il y a eu la journée du 20 mai, mais au-delà de ça, et puis on sait qu'on notre statut est attaqué, on a la loi de transformation de la fonction publique qui est en train de le détruire complètement. Et mais nous, la CGT, on continue, alors non pas seulement à le défendre, mais à l'améliorer, à le développer. Et donc pour les assistants familiaux,
on a déposé, parce qu'on a la possibilité par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale de déposer des autosaisines. On a fait un projet d'autosaisine et qui a été présenté au bureau de mercredi et validé donc au bureau de mercredi. Donc la prochaine autosaisine après le dossier sur les sapeurs-pompiers, ça sera celui des assistantes familiales et des assistants familiaux. Et justement pourquoi? Pour gagner l'intégration dans le statut, un vrai cadre d'emploi qui permettrait d'avoir cette fois-ci pas une rémunération en fonction du département dans lequel on est, mais une rémunération sur une grille au niveau national. Et après, évidemment, tous les droits et obligations, mais aussi tous les droits attachés à tous les fonctionnaires territoriaux. Le droit de grève, voilà, pas des jours de carence, je ne sais pas d'où ça sort, des jours de carence de 8 jours, voilà, comme la retraite à 74 ans, comment ça se fait qu'on en arrive à des aberrations pareilles. Et voilà, donc ça sera le travail de notre délégation CGT. Ça a été accepté à l'unanimité des organisations syndicales, mais c'est à l'initiative quand même de la délégation CGT, le dépôt de cette autosaisine, de suivre avec effectivement tous nos syndiqués et, voilà, et tous les assistantes familiales et assistants familiaux, le dérouler. Alors après, c'est comme pour le projet de loi, c'est conditionnel. Quand le gouvernement veut passer un décret très rapidement, il sait le faire en 2 jours, et quand il ne veut pas, il le fait traîner des années. Donc là aussi, il va falloir continuer pour que, c'est-à-dire que quand un projet de loi est présenté, qu'il y ait un suivi et qu'il y ait des échéances. Voilà. Et donc, c'était à peu près tout ça que je voulais dire. Par exemple, Karine est titulaire de la fonction publique, rédacteur. Elle est obligée de prendre une dispo, elle pourrait très bien, voilà. Donc, alors, s'il y avait le statut, elle pourrait, parce qu'au-delà des questions de rémunération qui sont évidemment importantes et des droits, ça veut dire qu'il y a aussi tous ces aspects-là. Les mutations ne sont pas possibles, l'évolution de carrière en changeant justement, en devenant formateur, en intégrant voilà, un autre service pour pouvoir former les agents, tout ça c'est pas possible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la délégation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour arriver à gagner ce statut et l'intégration dans le statut. Je vais faire très court. Monsieur a déjà un micro. Oui, merci beaucoup. Non, mais je vais faire très court. Concernant le spectacle, je remercie la fédération qui le forum pour ce débat qui est quand même important. Merci à Delphine. Moi, je voudrais revenir un peu sur le statut et notamment sur la précarité des assistantes familiales. Lorsqu'on voit, par exemple, en Ile-de-France, parce que je suis à Paris, en Ile-de-France, lorsqu'elles changent de département, elles perdent automatiquement les primes qu'elles avaient ailleurs dans d'autres départements. Donc il y a par rapport à cette iniquité-là qui est un peu qui leur perd de pouvoir d'achat, notamment en termes de salaire. Mais aussi, il y a aussi des pressions qui sont exercées aussi par les départements. Lorsqu'il y a un soupçon entre guillemets de maltraitance, on suspend les assistantes familiales, et là aussi elles perdent le salaire parce qu'on suspend aussi l'agrément. Et tout ça fait qu'on doit renforcer ce véritable compétence d'État pour qu'il y ait le même statut pour l'ensemble des assistantes familiales. Mais moi, je profite aussi que le politique soit là. Parce qu'il faut qu'il y ait dans chaque département un vrai relais politique, pour qu'il y ait des vœux qui soient déposés dans chaque département pour améliorer les statuts des assistantes familiales. Et je crois qu'il y a aussi une responsabilité de nos camarades qui sont élus dans les différents départementaux pour qu'ils puissent agir. Et là, qu'ils soient une force de proposition dans ces conseils-là. Merci. C'était plus une remarque qu'une question, mais effectivement, vous avez soulevé des points qu'on n'avait pas, notamment en cas de suspension de la rémunération. J'espère que se suspend aussi la garde des enfants dans ces cas-là, parce que ils seraient bien capables de leur laisser les gamins et puis de suspendre la rémunération. Je n'ai pas d'informations, mais... Juste pour rebondir sur la remarque du camarade, c'est rappeler quand même que le statut de la fonction publique, c'est quand même des élus communistes qui les ont mis en place, Thorens, Anicet-le-Port. Donc on doit continuer à y être attachés, nous, les élus communistes, et à le défendre haut et fort, que ce soit pour les assistantes familiales ou pour les autres personnels.
Je pense que notre statut, nos statuts, il faut les défendre jusqu'au bout, parce qu'ils nous protègent nous, mais ils protègent aussi le public que l'on reçoit. Voilà. Bien sûr. Est-ce que je peux juste intervenir 5 minutes par rapport à ce que vient de dire le monsieur? Là, c'est super important. D'ailleurs, je n'y avais pas pensé. Merci. On peut être licencié effectivement du jour au lendemain et sans aucune prime et quoi que ce soit, où on est en plus mis à mal, et y compris nos familles. Parfois, on est à la merci. Moi, j'ai vu plein de collègues pour lesquels j'ai été très inquiète. Ça rejoint le problème du statut, effectivement, parce qu'on n'a aucune protection du coup. Ce que je voulais relever par rapport à ce que vous disiez, c'est que une assistante familiale, c'est une enquête administrative où on remonte sur 10 ans, où un fliqué, si elle a accompagné de façon positive les enfants, où elle a été maltraitante, etc. Quand est-ce qu'on va regarder ce qu'a fait juste le service et le département pour accompagner cette professionnelle et pour lui permettre d'être dans l'analyse, d'en arriver à... Marion, je suis désolée, on vous entend plus. On vous entend plus, c'est tout. Ça n'a pas été mis en place pour rien, c'était peut-être de la surréunion, voilà, peut-être même trop. Mais nous, on est seuls face à des enfants qui sont en vrac. Et on est seuls. Et ça, c'est une réalité. Quel moyen, quand est-ce qu'on va aller regarder ce que fait l'ASE avec ces enfants-là? Moi, je serais aujourd'hui président d'un département, je ne dormirai pas. C'est à lui que sont confiés ces enfants. Et si des mouvements, il y en a d'autres demain, moi, je ferai pour qu'on rappelle au président des départements que ces enfants, si je veux, demain, je lui apporte. Et je lui laisse dans le bureau et je me mets même pas aux fautes professionnelles. Ils sont confiés là, parce que généralement, c'est des mecs. Voilà. Ça, c'est une bonne idée pour une prochaine manif. Mais bon, il faut penser d'abord aux enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou est-ce qu'on conclut? C'est comme vous voulez. Y a-t-il d'autres gens? Tout le monde en revue, tout le monde a parlé, tout le monde veut parler. Une conclusion, Delphine, allez. Mais d'abord peut-être quelques remerciements déjà à la Fédération des services publics pour avoir organisé ce débat-là. Un grand merci à vous, Karine et Marion, de vous être rendus disponibles en visio. On sait quand vous avez les enfants que c'est pas facile. Vraiment un grand merci. Merci évidemment à Magali Giorgetti de nous avoir honoré aujourd'hui de sa présence. Et pour le coup, nous, ce qu'on tient à dire à la CGT, c'est que plus que jamais, on est à vos côtés, on portera vos voix, vos revendications. On lâchera rien et le 20 mai, c'est qu'un début. Aujourd'hui, une petite pierre en plus. Et tout ensemble, on peut faire de belles et grandes choses pour la protection de l'enfance, pour le bien-être des enfants et pour qu'enfin votre métier soit reconnu à leur juste valeur. Voilà, si je peux ajouter un mot, je ne m'étais pas présentée, je suis Eugénie Barbosa, je suis journaliste à l'Humanité et je peux vous dire que le journal va bien sûr accompagner ces luttes. Merci aux héros de la technique. Oh là là.